Bien, ça c'est la seule séance qu'on appelle des polypeptides. On a étudié ce qu'on appelle les acides aminés. Maintenant, on va tenter de commencer ce qu'on appelle le chapitre ou le sous-chapitre de les polypeptides. Bien, on va commencer avec la définition de la liaison peptidique, les caractéristiques de la liaison peptidique. J'ai déjà expliqué ça la dernière séance, mais léger. La nomenclature des peptides, le mode de représentation d'une séquence peptidique, propriétés physiques des peptides, propriétés chimiques, ça va être la même chose, et on va donner ce qu'on appelle quelques propriétés biologiques des polypeptides. Bien. Quelques exemples aussi des polypeptides. Bien. La liaison peptidique. Vous m'écoutez? Monsieur, pardon. On n'a pas aujourd'hui le TD. On a quoi? Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui le TD? Non, le TD va être à la fin. On doit terminer le cours. Il reste la semaine prochaine, on va terminer le cours. Et cette semaine et la semaine prochaine, on va tenter de terminer le cours. Et on va commencer la dernière semaine avec des TD, 2 ou 3 TD. D'accord, monsieur. Merci, désolé. Bien, allez, levez la main s'il vous plaît, parce que je dois commencer pour tenter de laisser un peu de temps pour la question. Bien, un peptide est une molécule résultant de la condensation de 2 ou plusieurs acides aminés. La liaison peptidique, c'est la réaction entre la fonction carboxylique du premier acide aminé et la fonction amine du deuxième acide aminé. Chaque acide aminé, on l'appelle acide aminé parce qu'il possède ce qu'on appelle une fonction amine et une fonction carboxylique et une chaîne latérale qui peuvent avoir d'autres types de groupements. Ici, ça va être, cette réaction, ça va rejoindre ce qu'on appelle, ou c'est la condensation, ce qu'on appelle entre la fonction carboxylique du premier acide aminé et la fonction amine du deuxième acide aminé. Ici, vous avez la fonction carboxylique du premier qui va intervenir, et pour le deuxième acide aminé, c'est la fonction amine qui va intervenir pour former ce qu'on appelle la liaison peptidique ou la liaison amide. Ici, vous avez le premier acide aminé, le deuxième acide aminé et la liaison peptidique. C'est la même chose ici. C'est très clair, je crois. Bien. Il reste ce qu'on appelle les radicaux libres. C'est très important. On va voir dans les acides aminés qui possèdent des radicales qui ne sont pas aliphatiques, ils vont intervenir ce qu'on appelle dans l'ionisation. Mais ça peut être bien. Bien. Définition de l'acide aminé, le groupement carboxylique du premier avec le groupement amine du deuxième, on appelle cette liaison la liaison peptidique, et on a au moins l'intervention de 2 acides aminés. C'est le peptide le plus petit, c'est un dipeptide. Et si c'est clair, on a libération, ce qu'on appelle, d'une molécule d'eau. Le peptide le plus petit, c'est un dipeptide. C'est clair? Bien, ici, c'est un peu clair, ça c'est pour les protéines, la même chose. Les protéines, c'est un polypeptide qui est un peu très grand, on va voir ça. Et on va seulement rappeler que la synthèse de cette liaison peptidique, elle est sous contrôle enzymatique. C'est au niveau du cytoplasme cellulaire, qui se déroule au niveau des ribosomes, et il est dirigé par l'ARN messager qui est déjà exprimé au niveau de noyau. Ça veut dire, en premier cas, on a un gène qui va s'ouvrir, on va voir ça dans les acides nucléiques, l'expression de l'ARN messager. L'ARN messager va sortir du noyau vers le cytoplasme pour être traduit. Et il donne ce qu'on appelle cet enchaînement des acides nucléiques qui vont être apportés par les ribosomes. C'est clair? Bien. Ici, on a des caractéristiques de la liaison peptidique. Cette liaison peptidique, elle est stable, rigide et plane. La distance entre le carbone et ce qu'on appelle le EN, ça veut dire l'amine, est plus petite qu'une double liaison. La libre rotation, elle est impossible. On va voir ça. Les atomes qui participent, ce qu'on appelle dans cette liaison, elle est dans le même plan. Bien. Si la disposition trans, mais il existe la disposition 6. Mais la plupart des configurations, ce sont la configuration qui est trans. C'est clair? Il n'y a pas de libre rotation entre ce qu'on appelle
le carbone alpha et l'atome N. Et ici, comme j'ai déjà parlé, l'enchaînement, ce qu'on appelle de cet acide aminé, grâce à la liaison peptidique, va donner ce qu'on appelle une molécule qui possède une extrémité N libre et une extrémité CO carboxylique qui est libre. Et ici, on n'oublie pas la présence des chaînes latérales, des radicaux. C'est clair? Bien. Maintenant, on va entrer dans la classification de ces peptides. Dans les peptides, le nombre d'acides aminés est inférieur à 100. Ça veut dire plus de 100. Ce sont des protéines. Un petit peptide dont le nombre d'acides aminés est inférieur à 10 est appelé oligopeptide. Ici, dans le cas, les dipeptides sont au nombre de 2 acides aminés, tripeptides, 3 acides aminés, polypeptides, plus ce qu'on appelle, contient 50 ou moins d'acides aminés. Les protéines, plus de 50 acides aminés. Il y a beaucoup de... Et toujours, on a, c'est un cas de tétrapeptide, toujours on a une extrémité N terminale et extrémité C terminale. Ça veut dire quoi? Une fonction amine libre, terminale, et une fonction carboxylique libre, terminale. Et les autres fonctions amines et carboxyliques sont engagées dans la formation, ce qu'on appelle des liaisons peptidiques. Je vais ouvrir un parenthèse ici. Ça veut dire ces groupements qui vont intervenir dans la formation de liaisons lipidiques ne vont pas intervenir dans l'ionisation, ce qu'on appelle de peptides. Seulement, ce qu'on appelle ces extrémités, ces groupements qui sont terminales, comme ici l'amine et le carboxyle ici, et vont intervenir ce qu'on appelle les groupements existants au niveau des différentes chaînes latérales. On va voir ça. C'est clair? Bien, un peptide dont le nombre d'acides aminés compris entre 10 et 100 est un polypeptide. Dans les protéines, qui sont des polypeptides où le nombre est supérieur, on peut le subdiviser en deux. On a les holopeptides, ça veut dire quoi? Ils sont formés uniquement par des protéines. Il n'y a pas d'autres molécules étrangères. Les hétéroprotéines sont composées de ce qu'on appelle par des protéines et d'autres molécules qui ne sont pas protéiques. Si ces molécules qui ne sont des glucides, on parle de glycoprotéines. S'ils sont des lipides, ce sont des lipoprotéines. S'ils sont des acides nucléiques, ce sont des nucléoprotéines. C'est clair? Ici, je vais présenter ce qu'on appelle une figure. Composé protéique, on a en premier lieu acide aminé, l'ensemble dans ce qu'on appelle les peptides, et si le nombre est le plus que 100, c'est une protéine. Ici, les peptides, on a des peptides et des oligopeptides. Et les protéines, on a des holoprotéines, holopeptides et des hétéroprotéines. L'hydrolyse, ce qu'on appelle de ces composants, donne ce qu'on appelle des acides aminés. Sauf qu'au niveau de hétéroprotéines, ils donnent des acides aminés et des groupements prostériques. C'est clair? Bien. Maintenant, la nomenclature de la chaîne peptidique, ou la nomenclature, ce qu'on appelle des peptides. Ça veut dire ici, par exemple, on a l'acide glutamique, on a la cystéine, on a la lysine et la glycine. Comment on va nommer ce qu'on appelle ce polypeptide? Les aminoacides engagés dans la chaîne peptidique sont appelés des résidus. Leur nom est celui de l'aminoacide auquel on va ajouter il, le suffixe il. Ça veut dire ici, on va l'appeler glutamyl, cystényle, lysyle, et à la fin, on ne va pas ajouter le suffixe, c'est glycine. C'est clair? Le dernier, ça veut dire, le dernier, il ne va pas avoir ce qu'on appelle le suffixe il, et les autres, oui. C'est clair? Les deux acides aminés aux extrêmes de la chaîne latérale, N terminale, pour celui qui a sa fonction
le carbone alpha libre et C-terminal. Ici, on a le carbone alpha avec le groupement carboxylique. Toujours, la nomenclature, ça se fait du gauche à droite. Hein, on parle, ça veut dire l'avant-dernier et les autres acides aminés vont subir ce qu'on appelle le non, on ajoute le il, et le dernier, non. Ici, vous avez ce qu'on appelle un exemple de le peptide qui s'appelle le leucyle-glycylalanine. Il est formé par la leucine, la glycine et l'alanine. Les deux derniers on va les nommer avec le suffixe il, et le dernier non. C'est clair? Ici, ça résume un petit peu. Le liaison peptidique permet la formation d'un dipeptide avec la condensation de deux acides aminés, un tripeptide avec 3, polypeptide avec 4 et plus. Une chaîne formée de 2 à 10, c'est un oligopeptide. Des chaînes formées de 10 à 100 acides aminés, c'est un polypeptide. Et ce qu'on appelle les chaînes encore plus longues sont désignées comme des protéines. Deux ou plusieurs chaînes polypeptides peuvent être reliées par le pont disulfure. On a un, vous revenez, c'est le cas de cystéine. Si vous avez ce qu'on appelle deux chaînes peptidiques, dont chacune possède des cystéines, les cystéines peuvent être ce qu'on appelle, les deux, former des ponts sulfure. Ici, on distingue trois types de peptides. Peptides formés par une seule chaîne, ça veut dire monocaténaire et linéaire, en premier lieu. Peptides formés d'une seule chaîne, monocaténaire et linéaire. C'est le cas le plus simple. Le deuxième cas, peptides formés d'une seule chaîne qu'on appelle monocaténaire, mais elle n'est pas linéaire, elle est cyclique. Comme le cas, vous avez N-terminal, C-terminal, formation. Et ici, la présence de deux cystéines qui va aboutir à la formation, ce qu'on appelle des ponts sulfureux. Et d'autres cas, vous avez les peptides formés par plusieurs chaînes. Monsieur, Oui. on n'arrive pas à voir votre écran encore. On a quoi? On n'arrive pas à voir votre écran. Monsieur, l'écran n'est pas apparu. On voit. Monsieur Kautsar El Quelqu'un est en train de présenter. S'il vous plaît. Je vais revenir. Moi, je pense que c'est clair, non? Non, c'est son écran. C'est Kautsar El-Bakali, je pense. Je vais... C'est quelqu'un qui a tout caché. Monsieur, Quelqu'un, il faut que Kautsar El Bakali arrête la présentation. Moi, mademoiselle Kautsar, s'il vous plaît, arrêtez votre... Votre écran, monsieur, on Allez, quittez l'écran, mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle Kautsar, quittez votre écran. Oh. Mais il faut la faire quitter. Mais ما كوثر هذه ايش كدير الكوثر هنايا؟ Mademoiselle Kautsar, s'il vous plaît, quittez votre présentation. Monsieur, il faut sortir et puis entrer encore à nouveau. Monsieur, ils peuvent épingler votre écran pour continuer. Si quelqu'un Je ne sais pas comment ça se fait ça. ne sait pas comment gérer. Mademoiselle Parce que Kautsar, si s'il vous plaît, elle, arrêtez parce votre que si présentation. elle n'arrête pas sa présentation, rien ne va changer, même si on sort et on rentre de nouveau. Mais quelle est la solution maintenant? Quelle est? Présentation.
Oui, monsieur, quand vous partagez votre écran, on va l'épingler et le problème sera fixé. Est-ce que vous pouvez voir maintenant la présentation? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. C'est clair maintenant? Oui. Oui, monsieur. Bien. Je vais commencer. On distingue trois types de peptides. Peptides formés d'une seule chaîne, ça veut dire monocaténaire, linéaire. Hein, c'est le cas le plus simple. Peptides formés d'une seule chaîne, ça veut dire monocaténaire, mais ici, il n'est pas linéaire. Elle est cyclique. Cette forme, elle est due à la formation, ce qu'on appelle des ponts sulfures, mais c'est au niveau de la même chaîne. Mais ici, vous avez un peptide qui est formé de plusieurs chaînes. Et ces plusieurs chaînes, ici, vous avez une seule chaîne, parce que quoi? On a ici un terminal, C-terminal, autre chaîne, un terminal, C-terminal, et entre les deux, il y a la formation d'un pont sulfure. On peut avoir deux chaînes, trois chaînes, quatre chaînes, plusieurs chaînes. Hein, c'est clair? Ici, on va passer aux propriétés physiques des peptides. Les peptides sont autant plus solubles dans l'eau qu'ils sont plus petits. Ça veut dire que les plus petits sont plus solubles dans l'eau. Et comme avantage, s'ils possèdent ce qu'on appelle d'acide aminé hydrophile. Ça veut dire les peptides les plus petits et qui possèdent ce qu'on appelle des groupements hydrophiles vont migrer, vont être solubles, ce qu'on appelle dans l'eau. C'est clair? Ils sont dialysables et ils sont chargés. Bien. Il contient un groupement NH3 plus terminal qui va être ionisé, un autre groupement COO- terminal qui va être ionisé, et d'autres groupes ionisables qui existent au niveau de la chaîne latérale, ce que j'ai déjà dit. Je suis en train de le répéter parce que c'est très important. Bien. Il se comporte comme un ion dipolaire, ça veut dire qu'il peut migrer dans un champ électrique, le cas de électrophorèse. Et il absorbe ce qu'on appelle de la lumière, la même chose qu'on a déjà étudié pour les acides aminés. Clair? Bien. Propriété et liaison peptidique, de la liaison peptidique et peptide. Ici, qu'est-ce que j'ai déjà dit? On a des extrémités ionisables N et C terminales et autres groupements ionisables au niveau des chaînes latéraux. Hein. Ici, par exemple, on a un peptide qui est formé par l'alaline, lysine, leucine, méthionine, acide aspartique et isoleucine. Quelles sont les formes ionisables? Pour l'expliquer, vous devez ce qu'on appelle avoir une idée, ce qu'on appelle de chaque acide aminé et les différentes valeurs des pK, pKa, pKb et pK de la chaîne latérale. Ça va être donné. Mais pour vous, hein, ça c'est en premier lieu. C'est clair? Ici, j'ai enchaîné ce qu'on appelle par ordre les différents acides aminés. Vous avez l'acide aminé alaline, vous avez l'acide aminé lysine, leucine, méthionine, acide aspartique et isoleucine. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enchaînement des différents acides aminés qui forment ce qu'on appelle ce peptide. Bien. Pour former ce peptide, il y a intervention de quoi? Il y a intervention de ce qu'on appelle des groupements carboxyles et des groupements amines des différents acides aminés pour former des liaisons peptidiques. Ça veut dire ce groupement carboxylique va se lier au niveau de groupement amine de carbone alpha pour former la première liaison lipidique. Ici, la première liaison peptidique. Ici, le deuxième carbone, ce qu'on appelle deuxième groupement carboxyle, ça veut dire de la lysine, va s'attacher ce qu'on appelle un groupement amine pour former ce qu'on appelle la liaison peptidique. Cela veut dire quoi? Ici, il reste seulement ce groupement amine qui est terminal, qui va être ionisable, et pas d'autres, ce qu'on appelle groupement, parce que ici la chaîne, elle est aliphatique. Dans ce cas, ce groupement va être occupé, ce groupement aussi va être occupé, mais ce groupement
au niveau de la chaîne latérale va être libre. C'est le seul groupement qui va être ionisable pour la lysine lorsqu'il forme ce qu'on appelle ce polypeptide. La même chose pour la leucine, les deux groupements vont être attachés vont intervenir dans la formation ce qu'on appelle de la liaison peptidique, et seulement il reste ce qu'on appelle le radical qui est une chaîne aliphatique, ça veut dire qu'il ne va pas être ionisé, c'est clair? Même chose pour la méthionine, ces deux groupements amine et le groupement carboxylique vont intervenir dans la formation ce qu'on appelle des liaisons peptidiques, et vous avez ce qu'on appelle la chaîne latérale, et elle possède ce qu'on appelle du soufre, qui ne va pas être ionisé. Pour l'acide aspartique, non. Vous avez les deux groupements de carbone carboxylique, les deux groupements du carbone alpha, ça veut dire le groupement carboxylique et le groupement amine, vont intervenir dans la formation de la liaison peptidique. Je suis en train d'expliquer, hein, c'est très important. Elle reste ce qu'on appelle le groupement carboxyle de la chaîne latérale qui va intervenir dans différentes formes d'ionisation. Et pour la isoleucine, hein, la même chose, ce groupement va être attaché à ce groupement pour former la liaison peptidique, mais le groupement ici, il va être libre. Ça veut dire les deux groupements terminaux, ici le groupement carboxylique, ici le groupement amine, vont intervenir dans l'ionisation. Ici, pour les leucines, la chaîne latérale, elle est aliphatique. Ça veut dire qu'ils ne vont pas intervenir ce qu'on appelle dans les différentes formes ioniques lors du passage d'un milieu à pH acide vers un pH basique. Bien, ici, les différentes formes, groupements qui vont intervenir lors de la formation, ce qu'on appelle de ce polypeptide, c'est le groupement amine terminal, le groupement amine de la chaîne latérale de la lysine, le groupement acide de l'acide aspartique et le groupement carboxyle, ce qu'on appelle terminal de l'isoleucine. C'est clair? Bien. Ici, vous avez l'enchaînement de ces différents acides aminés. Il reste ce qu'on appelle ces différents groupements qui vont intervenir. Pour l'isoleucine, le radical qui va intervenir, c'est le groupement carboxylique du carbone alpha, c'est ça, qui possède un pK1 2,6. Ici, l'acide aspartique va intervenir, le groupement carboxyle de la chaîne latérale du radical. Hein, il possède un pK2 de 3,6. L'alanine, la méthionine et la leucine ne vont pas, ce qu'on appelle, réagir. L'alanine va intervenir par le groupement amine du carbone alpha, ici. Il possède le pK3 9,8. Et la lysine, ici, va intervenir le groupement amine de la chaîne latérale. Ici, on a présenté ça pour vous donner quel est le groupement qui va intervenir le plus petit. Ça veut dire, j'ai présenté ça des pK de plus petit vers le plus grand. Ça veut dire, lors du passage de cette polypeptide d'un milieu de pH acide vers un pH basique, le premier qui va intervenir, c'est le groupement carboxylique de l'isoleucine. Ensuite, le groupement carboxylique de l'acide aspartique, le groupement amine de l'alanine, et en dernier, qui est le plus basique, c'est le groupement amine de la lysine de la chaîne latérale. Est-ce que c'est clair? Bien, et si vous avez la première forme dans un milieu acide qui va être 2+, pourquoi 2+? Parce qu'on a ici deux groupements amines qui vont intervenir. Ça veut dire qu'ils vont capter les deux H+, et la charge va être 2+. Bien, en passant, on a 2+ et 1, ça veut dire 1+. Ici, vous avez 2+ et 2-, ça veut dire nul, zwitterion. Ça veut dire ici la charge du polypeptide, elle est nulle. Et ici, vous avez la charge de polypeptide, elle est -1. Et ici, vous avez la charge de polypeptide qui est -2. Où se trouve ce qu'on appelle la forme zwitterion? C'est ici. Ça veut dire le point isoélectrique de tout le polypeptide, c'est entre les deux. Ça veut dire pK2 plus pK3 sur 2.
Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Si vous avez des questions, on peut revenir. C'est bien? Ici, ça résume un petit peu la même chose, hein, pour vous comprendre. Bien. Propriétés chimiques. Propriétés chimiques, ça veut dire les différentes réactions, hein, qui peuvent se faire au niveau ce qu'on appelle de polypeptides. Ça veut dire on a les radicaux, ce qu'on appelle latéraux, d'acides aminés. On a les fonctions alcool peuvent être estérifiées par un phosphate ou un sulfate. Vous avez la formation, ce qu'on appelle du liaison disulfure, cas de la cystéine. Le plus petit peptide dans la même réaction que ça se fait au niveau des acides aminés. Ici, c'est de la réaction du biurie. Et là, ici, vous avez l'hydrolyse de la chaîne peptidique. Ça se fait en présence de HCl. Ça veut dire qu'on a un polypeptide. Pour le casser, on doit en premier lieu intervenir avec un acide HCl. Bien. Maintenant, c'est la détermination de la séquence d'un peptide. On a un peptide et on veut déterminer les différentes, ce qu'on appelle, on veut définir ce qu'on appelle sa composition. Ça veut dire de quoi elle est formée. Ça veut dire quels sont les acides aminés qui ont intervenu entre eux pour former ce qu'on appelle l'acide aminé. C'est quoi? C'est déterminer sa séquence lors de l'enchaînement de différents acides aminés. C'est clair? On a la détermination de la composante brute. Ça se fait entre deux étapes. La première étape et la deuxième étape. La première étape consiste à quoi? La première étape consiste à séparer les différentes chaînes polypeptidiques. Par exemple, vous avez un acide aminé qui est formé, un polypeptide ou un peptide qui est formé par plusieurs chaînes polypeptidiques. Et les chaînes polypeptidiques, comme vous le savez, elles sont formées par le pont disulfure. Ça veut dire qu'on doit couper ce qu'on appelle ce pont disulfure. On peut le couper soit par un agent oxydant, okay, ils sont séparés maintenant, soit par un agent réducteur. C'est clair? Le mercaptanol, ça veut dire que c'est un produit qui est cancérigène, attention, c'est au niveau de laboratoire. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec ce produit. Hein. Ça consiste à séparer ce qu'on appelle le pont du sulfure qui existe entre les différentes chaînes polypeptidiques pour un polypeptide qui est énorme. Bien, la deuxième étape consiste à fragmenter ce qu'on appelle les liaisons peptidiques, que ce soit par une hydrolyse chimique ou une hydrolyse, ce qu'on appelle enzymatique. Le rôle, c'est de couper ce qu'on appelle les différentes liaisons peptidiques et comme ça, on a des acides aminés qui sont libres, qu'on peut, ce qu'on appelle, identifier. Et on a différentes manières d'identifier ces acides aminés. Bien, hydrolyse chimique. Comme j'ai déjà dit, hein, ça doit être intervenu, ça veut dire on doit intervenir ce qu'on appelle HCl pendant 24 heures à 72 heures à une température de 120 degrés Celsius. Elle présente ce qu'on appelle beaucoup d'inconvénients. Ça veut dire qu'elle est longue, elle nécessite plusieurs jours pour hydrolyser ce qu'on appelle totalement les polypeptides, conduit à la destruction des différents acides aminés. La glutamine et l'aspargine sont transformés en acide glutamique et acide aspartique, ce qui falsifie ce qu'on appelle les résultats. Bien? Ce n'est pas conseillé. On a ce qu'on appelle l'hydrolyse basique. Ouais, ça se fait en présence de KOH à 4 normal à 100 degrés Celsius pendant 6 à 10 heures. Et on a ce qu'on appelle l'hydrolyse qui est enzymatique. Ça, c'est l'hydrolyse qui est conseillée, qui est utilisée. Ça veut dire qu'on va ajouter ce qu'on appelle des protéases et des peptidases qu'on appelle eupeptides. Et on utilise deux types de peptidases. On a les exopeptidases et les endopeptidases. Les exopeptidases, comme ce qu'on appelle les carboxypeptidases ou les aminopolypeptidases. Les
les carboxypolipeptidases, ça veut dire qu'ils vont attaquer du groupement carboxylique. Et les aminopolypeptidases vont attaquer du groupement amine. C'est clair? C'est simple. Exo, ça veut dire de l'extérieur, et on a deux extrémités. Extrémité carboxylique vont agir les carboxypolipeptidases, et l'extrémité amine vont agir les aminopolypeptidases. C'est clair? Et on a ce qu'on appelle, ça c'est ça. Ici, vous avez ce qu'on appelle, ça c'est la même chose que ici. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un tableau qui résume ce qu'on appelle différents types d'exopeptidases avec leur spécificité. On a les carboxypeptidases, aminopeptidases, et ici vous avez les différents types, ce qu'on appelle, ça veut dire le nom, la source et la spécificité. C'est clair? C'est ça, vous devez le réviser pour savoir de quoi il s'agit, c'est simple. Et vous avez ce qu'on appelle les endopeptidases. Maintenant, ces endopeptidases ne vont pas agir de l'extrémité, mais vont agir à l'intérieur, ce qu'on appelle, pour couper en différents fragments, ce qu'on appelle le polypeptide. Et ici, vous avez ce qu'on appelle comme cas pepsine, trypsine, chymotrypsine et papéine. Et vous avez la source et la spécificité. Ça veut dire dans quel type d'acides aminés vont intervenir pour le casser. Ça, vous le devez savoir, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Il faut savoir de quoi il s'agit, de quelques enzymes et comment vont intervenir pour casser la chaîne monocaténaire, ce qu'on appelle d'un polypeptide ou d'un peptide. Ici, maintenant, on va entrer dans ce qu'on appelle la détermination de la structure d'un peptide. Quels sont les différents types de réactions qu'on va utiliser pour ce qu'on appelle déterminer en exactitude ce qu'on appelle l'enchaînement de ces polypeptides. Ça veut dire quels sont le premier acide aminé, le deuxième acide aminé, partant de l'extrémité COH ou de l'extrémité, ce qu'on appelle NH2. Ici, vous avez ce qu'on appelle détermination par hydrolyse chimique, hydrolyse enzymatique, et on a la détermination de la séquence à partir de l'extrémité C-terminale ou à partir de l'extrémité N-terminale. Et pour le N-terminal, on a la densidation, la réaction de Sanger et la méthode d'Edman. On a ce qu'on appelle, expliquer ça, mais pas de façon plus profonde durant la dernière séance. Et on a ce qu'on appelle les coupures sélectives des liens peptidiques. La détermination, ce qu'on appelle des structures polypeptidiques, ça veut dire quels sont les acides aminés qui constituent ce qu'on appelle ce polypeptide. Combien d'acides aminés et quelle est la séquence exacte de ce polypeptide. Bien, la détermination, le but c'est de connaître la nature et le nombre des acides aminés constitutifs qui passent par une hydrolyse de toutes les liaisons peptidiques. Et on a hydrolyse chimique et enzymatique. Bien, on va commencer par détermination des polypeptides, détermination des extrémités N et C terminales d'un peptide. Le principe, c'est de faire fixer aux extrémités, que ce soit COH ou NH2, terminal, un réactif. Puis, on réalise une hydrolyse qui produit ce qu'on appelle un mélange d'acides aminés. Ça veut dire qu'on a ici deux étapes. La première, c'est de fixer un réactif au niveau de l'extrémité COH ou NH2 et on va réaliser ce qu'on appelle une hydrolyse, que ce soit chimique ou enzymatique, pour avoir à la fin ce qu'on appelle un mélange d'acides aminés, un dérivé réactif acide aminé terminal. On commence par détermination de la partie terminale COH, méthode chimique, ça veut dire le premier méthode chimique de la partie de COH, c'est réduction par le CH2OH. Vous avez ici ce qu'on appelle
euh, vous avez ce qu'on appelle le polypeptide. On va ajouter ce qu'on appelle ce produit et à la fin, on a ce qu'on appelle ce composé qui est terminal, qui peut être hydrolysé et comme ça, on va commencer de mesurer ou de doser ce qu'on appelle ce composé. Si vous avez l'hydrazinolyse, ça veut dire c'est un traitement avec l'hydrazine à 100 degrés. Et ici, vous avez ce qu'on appelle, on va ajouter ce qu'on appelle au polypeptide ce composé qui va donner ce qu'on appelle ce composé terminal qui est normal et les autres acides aminés qui possèdent ce qu'on appelle de l'hydrazine. C'est clair? Ça veut dire qu'il va libérer les hydrazides de tous les acides aminés, sauf le groupe C terminal qui se présente comme un acide aminé libre normal. C'est clair? Hydrolyse chimique, on a déjà parlé de ça. Ici seulement, on va donner une idée sur les inconvénients de cette hydrolyse chimique. Certains acides aminés sont transformés, ne sont pas les mêmes, comme le cas de l'acide aminé tryptophane est entièrement détruit. Vous avez certains acides aminés qui peuvent partiellement être détruits, ça veut dire qu'il n'aboutit pas à des résultats qui sont fiables. Clair? Et ici, l'ensemble va être ce qu'on appelle injecté ici, c'est l'hydrolyse là, et à la fin, vous avez ce qu'on appelle différentes détections. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'hydrolyse enzymatique. Cette hydrolyse peut être catalysée par un mélange de protéases. On a ce qu'on appelle, ça veut dire si on va utiliser les exopeptidases, ça veut dire du côté de COH terminal, ce sont les carbopolypeptidases. Il existe deux types, on a le carboxypolypeptidase A et carboxypolypeptidase B. Le premier, il va rompre toutes les liaisons sauf celle du glycocol et celle des acides aminés basiques. La deuxième va rompre les liaisons de la glycine et les acides aminés basiques. C'est un exemple, ce qu'on appelle ici. Et vous avez ce qu'on appelle déterminer ce qu'on appelle de l'extrémité C-terminale. On utilise généralement une dégradation limitée à l'aide de, c'est déjà dit ça, maintenant c'est détermination à partir de l'extrémité N-terminale. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle la densylation, la réaction de Singer et la dégradation d'Edman. Ça, c'est très important pour vous, s'il vous plaît. La première, c'est quoi? Ça veut dire au niveau de l'acide aminé terminal du polypeptide, de la part amine, ça veut dire on va ajouter ce composé. Ce composé va former ce qu'on appelle, en attachant à ce composé, en s'attachant avec l'acide aminé terminal, va former ce qu'on appelle ce composé. Ça, c'est un schéma qui explique très bien. Vous avez l'acide, le polypeptide. Lorsqu'on agite ce composé, il va former ce qu'on appelle, va s'attacher au NH terminal, et l'hydrolyse va ce qu'on appelle, donner ce qu'on appelle ce composé déjà formé et les autres acides aminés. Et ce composé peut être détecté et récupéré et identifié, ce qu'on appelle par la chromatographie. C'est clair? Ici, c'est la réaction Singer qui résume un petit peu tout. Vous avez ce composé que j'ai déjà parlé, c'est le fluoro-2,4-dinitrobenzène qui s'ajoute à l'extrémité terminale NH2, va se lier et l'hydrolyse va
composé, ce qu'on appelle différents acides aminés, mais ce composé va être détecté et identifié grâce aux chromatographies. C'est clair? Maintenant, c'est la deuxième méthode, c'est la densylation, ça veut dire on va ajouter le chlorure de dencyle. Ce chlorure de dencyle qui est caractérisé par sa fluorescence jaune. C'est le même ce qu'on appelle procédure. Ce produit s'attache au niveau de l'acide aminé terminal au niveau de NH2, va former un composé qui va être détecté, ce qu'on appelle, et si vous avez ce composé, après hydrolyse, qui va être détecté directement, ce qu'on appelle au niveau de chromatographie. Ici, ça résume un petit peu ce qui se passe. Et ici, vous avez les différents inconvénients de cette méthode. Et à la fin, vous avez ce qu'on appelle la méthode d'Edman. La seule différence, il va faire appel à ce qu'on appelle à un autre produit qui s'appelle phényl-lysothiocyanate. Ce produit va réagir de la partie de NH2, mais ici, il va, ce qu'on appelle, former ce acide aminé après hydrolyse, va former ce qu'on appelle la forme cyclique. C'est clair? Mais après hydrolyse, va donner ce produit qui va, de même chose, être détecté et identifié. Et ça, comme ça se fait ce qu'on appelle la séquençage. Ça veut dire on part d'un acide aminé, d'un polypeptide formé de N acides aminés. La première réaction va donner le premier acide aminé lié à ce produit pour être identifié et un autre polypeptide qui est de nombre N-1. Et la réaction peut se faire au fur et à mesure. Et comme ça, on identifie au fur et à mesure l'acide aminé qui va s'attacher à ce produit. Et comme ça, on peut avoir la séquençage ou l'enchaînement de différents acides aminés qui forment ce qu'on appelle le polypeptide. Donc ici, ça donne, ça résume ce qu'on appelle la méthode d'Edman. Vous avez le polypeptide. Ici, vous avez le dernier acide aminé ou extrémal de la part de NH2 va s'ajouter à ce produit ici. Après hydrolyse, va former ce qu'on appelle la forme cyclique. Ce produit va passer directement à chromatographie pour être étudié et on peut avoir la même répétition de ce qu'on appelle de la réaction pour identifier les autres acides aminés. C'est clair? Bien. Est-ce que c'est clair maintenant? Maintenant, ça, c'est une slide qui résume ce qu'on appelle le processus. Vous avez l'isothiocyanate de phényl, dans des conditions basiques, va s'ajouter au niveau de l'acide aminé terminal du polypeptide de la part NH2, va former un autre composé. Ce composé, après hydrolyse, va former un autre composé parce que l'acide aminé va former une forme cyclique. Ça va être détecté, ce qu'on appelle par chromatographie, pour être identifié. Et la réaction peut se répéter pour identifier tous les acides aminés, ce qu'on appelle, qui forment le polypeptide. Et comme ça, on a ce qu'on appelle le séquençage, ce qu'on appelle du polypeptide. Bien. Si on a un polypeptide qui est à longue chaîne, ça veut dire qu'on doit couper les différentes, cette longue chaîne en de petits morceaux, et comme ça, on peut passer à la réaction d'Edman. Maintenant, cette coupure, ça se fait par des méthodes enzymatiques, et ici, je vais donner ce qu'on appelle des aminopeptidases qui attaquent ce qu'on appelle le polypeptide de la zone NH2 terminale. Ça veut dire le rôle de ces enzymes, ça veut dire de couper la longue chaîne de polypeptides en petits morceaux, et comme ça facilite un petit peu ce qu'on appelle l'identification ou la séquençage de ce acide aminé. Et ici, il y a ce qu'on appelle quelques enzymes qui vont
ce qu'on appelle intervenir, comme les endopeptidases, comme le cas de trypsine, la chymotrypsine, la pepsine qui attaque à des zones caractéristiques. Les réactions hydrolysent une liaison peptidique, ça c'est autre chose, comme le bromure de cyanogène et le 2-nitro-5-thianobenzène MTSB. Ça, vous devez le lire, c'est pas autre chose. Hein. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un tableau qui résume un petit peu le mode d'action ou le site d'action spécifique de chaque enzyme. C'est clair? Ici, je vais seulement donner, c'est pour que vous le sachiez, quelques peptides d'intérêt biologique ou alimentaire. Parce que ici, vous avez ce qu'on appelle des peptides hormonaux, comme la vasopressine, synthétisée par l'hypophyse. C'est une hormone diurétique dont les extrémités se terminent par CONH2 sur la glycine et non sur ce qu'on appelle COH. L'angiotensine, ce sont des exemples que j'ai donnés pour vous avoir une idée seulement. Ça, c'est l'hormone l'angiotensine H2, qui est une d'origine hépatique et régule ce qu'on appelle la pression sanguine. Ça, c'est très important. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la vasopressine, de quoi elle est formée. Bien. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un autre type d'hormone, le glucagon, et ce qu'on appelle l'insuline, qui est formée par ce qu'on appelle différents acides aminés dans l'enchaînement, que je vous le présente ici. L'insuline elle est formée ce qu'on appelle par 51 acides aminés, et ça c'est la chaîne A et la chaîne B. Ça c'est un exemple de glucagon. Si je pars directement pour l'insuline qui est libérée en premier lieu comme proinsuline. À la première maturation, il donne la proinsuline et à la fin, vous avez ce qu'on appelle l'insuline. C'est clair? Et si vous avez la glutathion, si vous ne voulez pas, c'est pas important, mais c'est. Ici, vous avez ce qu'on appelle des peptides comme des antibiotiques. Vous avez ce qu'on appelle la gramicidine, la bacitracine, ce sont des exemples. Et vous avez ici quelques, ce qu'on appelle peptides d'intérêt alimentaire. Eh bien, comme résumé, on a ce qu'on appelle des peptides qui peuvent posséder ce qu'on appelle de nombreux rôles. On peut citer peptides hormonaux, peptides de structure et peptides antibiotiques. C'est clair? Et merci pour votre attention. C'est clair? Bien? Oui, monsieur. Donc, je passe pour terminer ce qu'on appelle l'enregistrement.